Nous sommes avec Véronique Chirier, qui est la directrice du TASDA. Bonjour Véronique. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter et présenter le TASDA? Donc, Véronique Chérier, je suis la directrice d'une structure associative, loi 1901, qui s'appelle Technopôle Alpes, Santé à domicile et autonomie, c'est un peu long, qui est une structure qui a été créée pour travailler avec les acteurs des territoires, essayer de faire évoluer globalement la filière médico-sociale pour que le numérique soit une brique utile, intéressante, intégrée dans le cadre de la prévention et du soutien à domicile. Donc concrètement, cette association, elle fait de la formation auprès des acteurs du médico-social sur les opportunités du numérique. On fait aussi de l'évaluation de solutions numériques. On fait de l'accompagnement de projets avec une CARSAT, avec un département pour tester des organisations nouvelles avec du numérique. On accompagne des porteurs de projets pour leur faire comprendre en quoi c'est particulier, le médico-social et le domaine du vieillissement. On fait une veille sur les solutions numériques. Voilà à peu près l'étendue, entre guillemets, de nos actions. D'accord. Pour un entrepreneur qui démarre, ou une start-up, ou un projet qui démarre, tu les prends, enfin, vous les prenez à quel niveau? Dès le début, Quand ou il faut ils qu'il y ait déjà un arrivent, projet et pour après tester le projet? c'est mieux d'avoir déjà un prototype, une idée de ce qu'on veut faire. Euh, et derrière, l'objet, c'est de voir avec eux à quel niveau ils s'intègrent dans les processus d'aujourd'hui. Comment dire, en général, ce n'est pas une solution qui révolutionne complètement une prise en charge ou un processus de prévention. Ça vient s'intégrer, apporter des éléments nouveaux. Donc, l'objet, c'est de voir à quel niveau, justement, ça amène une plus-value, pour quelle cible. Souvent, on dit souvent, c'est les retraités, c'est les personnes âgées. On manque furieusement de ciblage, de segmentation. Du coup, on a l'impression qu'on s'adresse à tout le monde, mais on s'adresse à personne, en fin de compte. Et après, on a l'impression que le public va pouvoir financer l'ensemble, ce qui n'est pas forcément vrai, évidemment. Donc, c'est de bien faire comprendre, finalement, où l'entrepreneur met les pieds, si je puis dire, dans le médico-social, et de l'aider à être beaucoup plus précis sur où est-ce qu'il va venir s'articuler avec les autres accompagnements d'aide humaine, les autres dispositifs d'appui, que ce soit technologique, organisationnel, les dispositifs de financement. Voilà. Faut bien connaître cet écosystème pour voir où est-ce qu'on se situe en particulier. Moi, je vois le TASDA comme une des forces du TASDA, c'est la connaissance du terrain, des différents acteurs. Je trouve qu'il y a beaucoup de projets qui sont initiés. Il faut tenir compte des différents acteurs sur le terrain, ceux qui vont financer, ceux qui peuvent financer, ceux qui peuvent le distribuer, mais aussi, j'allais dire, jusqu'aux égaux, entre guillemets. Il y en a, entre guillemets, sont peut-être des petits barons, entre guillemets, dans différents lieux, et les faire travailler, ça reste difficile pour beaucoup de projets ensemble, les faire travailler ensemble. Et je trouve que le TASDA, il a apporté un vrai plus à ce niveau-là. C'est important qu'on ait cet ancrage territorial, comme tu le dis, c'est-à-dire de bien comprendre les dynamiques en place. Il existe des filières gérontologiques ou gériatriques, enfin gérontologiques plutôt, derrière lesquelles il y a du sanitaire, du médico-social, des collectivités territoriales. Il existe globalement toutes les dynamiques animées par le département, avec les communes ou avec ses propres réseaux de référents d'allocation personnalisée autonomie. Pareil pour les CARSAT. On voit bien que les SAD, les structures d'aide et d'accompagnement à domicile, se positionnent sur certains services, sur certains périmètres géographiques. Comme tu dis, il y a des structures qui sont plus actives et innovantes que d'autres. Il y a, comme tu dis, des leaders d'opinion, c'est-à-dire des gens sur lesquels on peut s'appuyer, alors soit parce que politiquement c'est incontournable, soit parce qu'ils ont effectivement des travaux assez conséquents. Et donc, le tout est de trouver par quoi on commence quand on veut faire changer les choses, avec qui on démarre. Souvent on parle de early adopter, c'est vrai dans tous les sujets, y compris dans le monde associatif, politique, public, médico-social. Avec qui on démarre, comment est-ce qu'on essaye de faire des modèles, des processus que l'on essaye ensuite de montrer à d'autres pour les emmener, si je peux dire, dans des dynamiques. Donc effectivement, on a un ancrage territorial très fort, mais malgré tout, ça n'empêche pas, et même on doit, je pense, avoir un niveau de réflexion national. C'est-à-dire que si on dit que demain,
dans le cadre de l'APA, l'allocation personnalisée autonomie. Il y a certaines briques qui doivent être systématisées parce qu'on pense qu'elles ont du sens. Ça veut dire qu'on doit pouvoir avoir des relais au niveau national, au niveau de la CNSA, typiquement, pour faire entendre que ces briques nous semblent être des briques socles. Peut-être qu'on reparlera du socle assez souvent, parce que ce n'est pas que au niveau isérois, ça doit constituer quelque part un modèle dont on pense qu'il doit être généralisé pour que les choses avancent, progressent en termes d'efficacité de prévention. D'accord. Ça c'était ma question que j'allais poser, dont il a répondu. Mais justement, est-ce qu'une entreprise qui aurait son siège social, je ne sais pas, à Lille par exemple, et qui verrait le TASDA tel que je le vois, enfin l'un des meilleurs sur ce sujet-là au niveau des acteurs locaux, est-ce qu'il peut travailler avec le TASDA ou est-ce qu'il faut qu'il déménage en Isère? Comment ça se passe? Il faut qu'il déménage en Isère. Ah, d'accord. On blague parce que je suis aussi de Grenoble, donc voilà. Donc ils viennent vivre à Grenoble, d'accord. Ou en Rhône-Alpes. Comme tu dis, si on doit faire de l'accompagnement de terrain, il faut qu'on connaisse les acteurs locaux. Donc, de deux choses l'une, soit on l'aide à faire de l'expérimentation terrain, et auquel cas, ça n'a pas de sens qu'on aille à Lille, ça n'a pas de sens. Il y en a d'autres sûrement mieux placés que nous. Soit on dit qu'on est sur une approche, on va dire, d'évaluation ou une approche un petit peu plus transverse, pas forcément trop ancrée sur le territorial, auquel cas, ça peut avoir du sens. Mais effectivement, on part du terrain, tu as complètement raison. D'accord. Donc aujourd'hui, tu voulais parler d'un sujet qu'on va découvrir, qui est l'approche systémique nécessaire pour le développement des offres, notamment numériques, pour les personnes âgées, dépendantes, fragilisées et en perte d'autonomie. Alors déjà, en petite introduction, de quoi il s'agit? Le systémique, je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est. C'est le fait qu'on ne peut pas raisonner avec une ou deux dimensions, mais qu'il faut avoir une approche forcément globale d'une situation. Et là, ce qu'on est en train de dire, en tout cas, c'est le résultat de nos travaux depuis maintenant presque 10 ans, c'est que, justement, je parlais de socle tout à l'heure, c'est que pour que le numérique se développe, il faut qu'il y ait des couches, on va dire, socles qui soient en place. Par exemple, nous, on est convaincus maintenant que le numérique et la data, quelle qu'elle soit, pour les personnes fragiles ou en perte d'autonomie, vont être une source d'information complémentaire à une aide humaine. Ça veut dire que des éléments socles, typiquement là-dessus, ce sont des outils de partage d'informations qui permettent l'interfaçage entre la remontée de données d'un système d'actimétrie, de détection de tout ce que l'on veut, qu'importe, et la mise à disposition de cette donnée d'un intervenant à domicile. Donc, on a un élément socle qui est ce cahier de liaison, on va l'appeler comme on veut, entre des systèmes distanciels et des systèmes présentiels. Un autre élément qui nous semble important dans les socles, c'est que si on dit qu'à l'aide humaine, on veut qu'elle vienne compléter l'analyse ou l'observation qui est faite par un capteur, il doit y avoir un processus métier qui est derrière. Donc là aussi, dans l'approche systémique, il faut qu'on travaille l'évolution des métiers des intervenants à domicile pour qu'ils n'aient pas que leurs yeux et leurs oreilles, ce qui est déjà essentiel évidemment, mais également éventuellement des données qui viennent d'autres sources d'informations comme les capteurs. Donc faire évoluer le métier. Et qui dit faire évoluer le métier, dit faire évoluer des compétences qui vont avec, bien sûr, et potentiellement faire évoluer des systèmes de rémunération, de financement de cette vigilance-là que l'on a au domicile. Donc ça aussi, de notre point de vue, ça fait partie des éléments socles, c'est-à-dire qu'on imagine un forfait qui soit proposé à un intervenant référent au domicile, on pourra en reparler, pour qu'il ait cette vision à 360. Il l'a en partie aujourd'hui, mais pas avec les données complémentaires remontées par des capteurs ou éventuellement les données complémentaires remontées par une infirmière coordinatrice ou remontées par un proche aidant. On lui demande d'avoir une vision à 360. Alors, ce n'est pas lui qui prend la décision de ce qu'il faut faire, s'il détecte une fatigue, s'il détecte une douleur, s'il détecte quelque chose, mais c'est lui qui va interpeller. Donc, on a des éléments socles, des systèmes d'information interfacés, des processus métiers, par exemple, des financements, et donc ça touche les politiques publiques, ça touche les architectures SI, ça touche les filières de formation. C'est là où je dis que c'est systémique. Et tant que ça n'est pas suffisamment mature,
On pourra développer autant de capteurs qu'on veut. De toute manière, l'écosystème dans lequel ces capteurs doivent venir s'installer n'existe pas ou n'est pas assez mature. Donc, ça ne marchera pas. D'accord. Parce que si je comprends bien, bon, si on parle des capteurs ou tout élément qui va remonter de l'information va être remontée à une personne. Ça risque d'être même un nouveau métier, j'imagine, à ces personnes. Et elle, en fonction de sa capacité à analyser, enfin, elle devra être capable d'analyser les résultats des données et ensuite elle va pouvoir contacter les médecins ou d'autres personnes pour avoir une action. C'est ce qu'on dit, oui. Alors, il y en a qui commencent à parler de care manager, pas de case, mais de care manager. D'accord. Le care manager, tu le vois là, toi, d'accord. D'accord. Alors, ça peut être une partie, justement. C'est-à-dire que c'est celui qui est attentif à l'évolution des besoins au domicile. Typiquement, je prends un exemple. Donc, on avait une situation où il y avait des fatigues récurrentes. Et donc, les auxiliaires de vie cochaient sur le cahier de liaison numérique des fatigues récurrentes. Et puis, à un moment donné, il y a eu, avec cette fatigue, un trouble digestif. Et donc, en fait, c'est l'ensemble de ces informations avec l'historique de ce qui s'est passé et cette combinaison fatigue et trouble digestif qui a permis à un médecin, mais c'est le médecin qui a fait l'analyse, ce n'est pas les intervenants au domicile, de dire peut-être qu'il y a un problème d'hydratation. Et effectivement, c'était un souci d'hydratation. Et donc, derrière, il est revenu avec des recommandations et ce sont bien les intervenants de terrain qui ont été vigilants à ce complément, on va dire, de prise en charge ou de vigilance dans la prise en charge. Donc là, les indicateurs dont je parle, fatigue ou troubles digestifs, demain, un certain nombre de ces indicateurs seront alimentés par des capteurs. Typiquement, à la limite, on pourrait dire, tiens, le capteur me dit que cette personne s'est levée régulièrement la nuit pour aller dans son réfrigérateur. Pourquoi pas? La question, c'est est-ce qu'elle avait faim, cette personne? Est-ce qu'elle a des pertes, comment dirais-je, temporelles? Elle a faim, pourquoi? Quelles sont les sources? Est-ce qu'elle ne mange pas ou est-ce qu'elle l'oublie ou est-ce qu'il y a des troubles digestifs? Et toute cette partie-là de collecte de données complémentaires à la data sur le réfrigérateur, ce sont les intervenants qui le font. Par contre, derrière l'analyse et le diagnostic, c'est le professionnel qui a la compétence pour le faire qui le fait. Soit le médecin, soit une structure évaluatrice pour un plan d'aide, par exemple, soit l'intervenant est capable de lui-même de dire Madame s'ennuie, je caricature un peu, est-ce qu'il n'y aurait pas matière à trouver des activités à l'extérieur et de l'aider à sortir? Donc, on voit bien qu'il y a différents niveaux d'action selon la nature du besoin. En tout cas, on a ce référent un peu pivot au domicile qui après va relayer vers d'autres professionnels. Et ce pivot, il récupère les données issues du numérique de demain et les données de l'aide humaine. Il en fait la consolidation. D'accord. Et ce référent, pour toi, ça pourrait être en partie, une partie du rôle de ce qu'on appelle maintenant les care managers. Alors, quand je dis une partie, c'est qu'aujourd'hui, la définition de ce care manager n'est pas complètement posée, on le voit bien, mais c'est en train de se discuter. Parce que jusqu'où est-ce que va le care manager dans la coordination en tant que telle, dans la planification, la prise de rendez-vous, le suivi de la prestation, jusqu'où est-ce qu'il va? Et c'est là où je pense, mais c'est une discussion, qu'on pourrait imaginer un système peut-être avec deux niveaux. Un niveau, ce que j'appelle socle, encore une fois, financé par une politique publique. Typiquement, le responsable de secteur, dans le cadre de l'APA, il a ce niveau socle où il détecte des signaux importants à faire remonter. Et peut-être qu'il y aurait par-dessus un complément de financement pour aller plus loin. Et là, on est peut-être dans un financement plus privé, d'assurance ou de mutuelle, qui va encore au-delà jusqu'à de l'organisation, de la planification, quasiment de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, si on fait un peu l'analogie avec le bâtiment. Et donc, cette articulation public-privé, ce serait vraiment intéressant de la travailler. Le public, c'est le socle, et tout le monde a cette notion de référent pivot. Par contre, derrière, il peut y avoir différents degrés d'accompagnement, soit selon la situation, avec des financements qu'il reste encore un petit peu à poser, vraisemblablement. Et je prends un exemple que je trouvais très intéressant. Il y a eu une innovation à Foix, en Ariège. C'est du coaching nutritionnel par donc une nutritionniste qui en fait demande aux auxiliaires de vie de remonter les indicateurs selon une grille de cases à cocher, pareil, mais que nutrition.
Et derrière, cette nutritionniste, elle ne s'entretient qu'avec le responsable de secteur. Et donc, tout ça, ça coûte 20 € par mois. Mais tout ça n'est possible que si le socle existe, c'est-à-dire que les auxiliaires de vie sont déjà en capacité de faire remonter des indicateurs. Elles ont déjà le smartphone et le processus métier qui permet de capter des informations. Et le responsable de secteur, il a déjà ce processus de vigilance sur ce qui se passe au domicile. Et là, on voit bien qu'il y a un socle dans le cadre de l'APA. Et par-dessus, il y a le coaching nutritionnel qui est un financement complémentaire. Là, en l'occurrence, pour l'instant, c'est dans le cadre de la conférence des financeurs. Mais on voit bien que c'est un petit complément, 20 € par mois, qui n'est possible et réaliste que si les processus, on va dire, socle, encore une fois, sont préexistants. Donc, dans ce cas-là, le référent, que je comprenne bien, c'est le chef de secteur, à fois. Dans cet exemple-là, le référent, c'est le responsable de secteur. Après, j'ai envie de dire, on n'est pas encore au bout de notre réflexion. Est-ce que demain, c'est un responsable de secteur qui gère moins de dossiers, mais avec cette fonction en plus? Ou bien, c'est en plus du responsable de secteur, des, comment dirais-je, des care managers, je ne sais pas comment on va les appeler, dans les structures médico-sociales, je pense, qui auront du coup cet accompagnement renforcé, quoi, quelque part. Ça, ce n'est pas encore suffisamment travaillé pour qu'on soit bien clair sur la frontière entre les deux. Oui, puis je pense qu'il va y avoir peut-être une bataille pour savoir qui va embaucher ces care managers. Est-ce que le care manager sera dans les structures médico-sociales? Est-ce qu'il sera sur le téléassisteur? Certains vont se dire non, mais il faut qu'il soit sur le plateau. D'autres vont dire non, il faut qu'il soit totalement indépendant et neutre. Sinon, il va y avoir peut-être un problème de concurrence sur le territoire. Sur le plateau, a priori, je ne suis pas très favorable parce qu'il me semble qu'il faut que le care manager connaisse le domicile, connaisse le bénéficiaire. Donc, il faut qu'il soit capable d'y aller. Faire tout à distance, peut-être pour certains profils, mais pas pour les accompagnements renforcés. Si la situation est un peu, comment dirais-je, pour des GIR 2 ou 3, ça devient un peu compliqué quand même. Des GIR 5, je ne dis pas, pourquoi pas. Tiens, je fais une parenthèse. La CNAV, dans le cadre des futurs paniers Oscar, à partir de l'année prochaine, ça va s'appeler Oscar, ils vont dédier 150 € par an et par bénéficiaire aux intervenants à domicile pour faire ce travail de vigilance sur est-ce que les besoins évoluent et qu'est-ce qu'il faudrait leur proposer en plus. Donc, sur les GIR 5-6, la CNAV, elle va financer ce premier maillon, socle, on va dire, de vigilance sur les besoins. Ce dont je parlais, moi, avec les auxiliaires de vie qui remontent les indicateurs, c'est pareil, mais dans le cadre de l'APA. Juste. Hein. Donc après, ce que tu dis, est-ce que c'est en plateau à distance? Je ne suis pas forcément très favorable. Non. Voilà. Est-ce que c'est dans les structures médico-sociales? Il faut qu'on ait la bonne compétence. Et effectivement, de toute manière, quelle que soit la structure, il y a la question de la libre concurrence, entre guillemets. J'ai envie de dire, la libre concurrence, elle y est toujours. Ce qu'il faut, c'est que, me semble-t-il, hein, il faut que le bénéficiaire ait le choix entre telle structure ou telle autre, s'il estime qu'il y a un référent pivot ou un care manager qu'il préfère dans une structure ou dans une autre. Il a le libre choix derrière. Après, quand on s'engage avec une structure, potentiellement, on aura le portage de repas de la structure, on pourra avoir peut-être l'astreinte de nuit de la structure. Ça, j'ai envie de dire, j'achète un package global, quoi. Donc ça me chagrine pas trop. Ce qui est plus délicat, c'est que si on veut rentrer dans le cadre des financements publics, à chaque fois, il faut que l'évaluation, elle revienne sur une évaluation neutre pour que justement on puisse remettre effectivement un peu les cartes sur table. Puis là, tu me dis, l'ancrage local, il va peut-être aussi être nécessaire au moins au tout début, parce que le temps que ces systèmes se mettent en place, j'imagine qu'il va y avoir des degrés d'adaptation, il y aura des capteurs qui seront plus ou moins complets, les capteurs vont remonter des informations qui seront plus ou moins abouties, complètes, et qu'il sera difficile de les prévalider peut-être à distance, qu'il faudra se déplacer sur le terrain. Ça, j'en suis convaincue. Aujourd'hui, on ne sait pas faire mieux que ça. Donc ça, c'est un premier argument du terrain. Le deuxième argument, c'est qu'il faut avoir une connaissance très fine de ce que le terrain peut proposer. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, on était dans une commune dans le rural et le portage de repas, il était proposé par le restaurant du coin. Ça, ce n'est pas une information qu'on peut avoir quand on habite loin. Ce n'est pas possible. Bien sûr.
Donc, on est obligé quand même d'avoir une vraie connaissance fine du quartier, de la commune si on est dans le rural, du territoire sur lequel on est. On ne peut pas faire autrement, ce n'est pas possible. Cette vision que tu as, tu la vois opérationnelle en France, enfin, sur plusieurs territoires, à quel horizon? À quel horizon? Dans l'idéal, à 5 ans. 5 ans, d'accord. 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 Moi, j'aurais dit C'est un peu 15. mon horizon. D'accord, 5 ans. Non, non, mais je suis très optimiste quand je dis ça. Et pourquoi je dis ça? Parce que cette notion de référent pivot, on est en train de le généraliser en Isère. On est en train de discuter avec les départements limitrophes. C'est une discussion la CNAV a pris cette orientation-là. Hein. La CNAV l'a prise à l'échelle nationale à partir de l'année prochaine. D'accord. C'est quand même fort. Nous, on commence à le poser et on voit émerger dans plein de territoires différents des structures privées qui proposent ce care manager dans leur périmètre complètement privé, ce qui en soi est intéressant. Hein. Oui, mais alors c'est là en fait, je disais care manager, pas care manager, parce qu'en fait, moi ce que je vois, alors je n'ai pas tout suivi, hein, les entreprises privées qui proposent du care manager, pour moi, pour l'instant, il y a une notion d'organisation ponctuelle, tu vois. Mais quand tu les écoutes, il n'y a pas du tout ta notion. Toi, tu vas beaucoup plus loin. Toi, tu as une vision, bon, tout est installé, et il y a une notion dans le temps où je suis régulièrement, tu vois. Il y a une notion de suivi. Pour l'instant, les 3 entreprises qui proposent ça, elles sont pas du tout là où tu en es dans la réflexion. Hein. Il n'y a pas très longtemps, alors j'étais sur une table ronde et il y avait les autonomies planners. Oui. Oui. Ouais. Bon, ok, je pense que c'est un peu cette même philosophie, enfin, si j'ai bien compris, mais il faut qu'il y ait ce suivi dans le temps, hein, tout à fait. C'est ça, exactement. Toi, tu as une vision beaucoup plus avancée que ça. Hein. Ouais. Il faut qu'il y ait un suivi dans le temps. Et le deuxième point, c'est là où je pense qu'il faut qu'on trouve les articulations entre ces initiatives privées qui vont coûter cher, hein, 500 € par mois, ça va coûter cher, hein, forcément, et ce que le financeur public peut faire. Et là, on n'est pas encore au bout de nos raisonnements, il faut qu'on continue à le travailler. Donc, ça fait partie des sujets sur lesquels je pense qu'il faut qu'on ait tous des pilotes qui nous permettent d'affiner les compétences, le périmètre du service qui est rendu, jusqu'où je vais dans l'accompagnement, où est-ce que je m'arrête et jusqu'où je vais. Voilà, donc, Moi, j'ai un territoire, par exemple, je suis enfin, je suis pas le directeur de l'autonomie, c'est pas, on va dire, du Jura, voilà. Pour arriver à ta vision dans 5 ans, quelles sont les étapes par lesquelles je dois passer? Du coup, ça veut dire, et c'est que évidemment c'est difficile, travailler avec les donneurs d'ordre que sont caisses de retraite et départements pour être dans cette dynamique commune, mais je pense qu'il y en a de plus en plus qui le sont quand même. Derrière, il faut que les départements fassent des pilotes chez eux pour bien se rendre compte de ce que ça signifie. Et sachant que les départements, ils ont la main sur les SAD, les intervenants à domicile, mais pas de la même façon. Les CEPOM existent, n'existent pas. Des fois, il y a 1, 2 structures. Des fois, il y en a 40. Enfin bon, c'est évidemment très variable d'un territoire à l'autre. Et du coup, derrière, c'est comment les départements soutiennent et accompagnent les intervenants à domicile pour venir s'approprier et intégrer ces processus dans leur métier. Donc, ça passe soit par de l'initiative d'acteurs locaux, comme le font certains, des gros SAD, des SAD de 800 salariés, de 1000 salariés, il y en a qui s'en emparent. Ou des petits très agiles, hein, c'est assez variable. Donc ça peut venir du terrain, mais quelque part, on attend une reconnaissance du département, comme aujourd'hui, on aurait la reconnaissance de la CNAV. Mais qui doit être le chef de file? Parce que s'il n'y a pas un chef de file qui donne le là dans un département, bon, ça c'est ma vision berlinoise allemande, mais s'il n'y a pas quelqu'un qui donne le chef de file, les Français vont partir dans tous les sens. Et il va y avoir des acteurs locaux qui le feront, mais à l'échelle d'un territoire, ça ne sera pas organisé. Tu vois ce que je veux dire? Il y aura des leaders, il y aura des acteurs qui auront ta vision, mais le territoire n'aura pas ta vision. Mais le chef de file, aujourd'hui, c'est l'échelle départementale. D'accord. Alors après, il me semble légitime qu'il le reste. Ça peut se discuter, mais c'est le département qui a la compétence autonomie sur un territoire. Donc, c'est à lui à porter cette ligne directrice.
D'accord. Voilà. Après, est-ce que c'est pas l'œuf et la poule? C'est-à-dire qu'en fait, tout à l'heure, tu as parlé du terme actimétrie, dont tu as expliqué, hein, c'est des capteurs qui sont mis à domicile, puis les capteurs apprennent la vie de la personne âgée. Bon, je schématise, hein, ça revient sur un logiciel d'ordinateur. L'ordinateur, il apprend la vie, puis dès qu'il y a un élément qui est anormal, bon, on peut le détecter. Euh, ces capteurs-là ont beaucoup de mal à être développés. Moi, j'en souviens, c'est en 2003 que j'ai vu le premier truc, Pervaya à l'époque, c'est pas possible. Et 20 ans après, enfin, on est à 17 ans après, c'est toujours pas en vogue. Hein. Ben, complètement, mais c'est parce que justement, je pense que les éléments socles n'existent pas. Le socle, c'est ça, c'est avoir des intervenants au domicile qui captent tous les éléments caractéristiques de l'évolution des besoins, les apparitions de fragilité, les glissements de situation. Ça, c'est pas assez structuré. L'actimétrie ne vient qu'apporter un élément complémentaire, c'est tout. C'est une brique dans une chaîne, mais la chaîne n'est pas complètement structurée. Donc forcément, la brique, elle ne peut pas s'intégrer, c'est pas possible. Donc c'est parce que justement cet environnement-là métier, avec, comme je disais, le cahier de liaison numérique ou le support, qu'importe, qui s'interface avec l'actimétrie, avec ce processus métier bien défini et le financement ou le soutien qui va avec, ça n'existe pas. Donc l'actimétrie ne peut pas venir s'intégrer là-dedans. Et l'actimétrie toute seule, elle ne fait rien. D'accord. Enfin, ça y est, ta vision, en fait, ta vision, elle est même opérationnelle, à la limite, sans actimétrie, pour peu qu'on forme, on met des processus en place sur le terrain et qu'on Oui, forme les auxiliaires de vie à être capable de détecter et d'écrire de l'information quelque part. elle est opérationnelle sans actimétrie, sauf que je suis assez convaincue que demain, pour avoir du 24-24, 7-7, le numérique va nous aider à avoir des systèmes de sécurisation et de Bien réassurance. sûr. Ça va nous aider. Sauf qu'on l'a trop poussé en avant, en amont, en amont. Alors que, encore une fois, tous les processus d'accompagnement ne sont pas mûrs pour les recevoir. Ils ne sont pas mûrs. Donc, il n'y a pas d'actimétrie aujourd'hui. Encore une fois, c'est juste un petit élément dans tout un ensemble de processus de vigilance. Et tout ce processus-là n'est pas systématisé, n'est pas structuré, n'est pas outillé. Donc oui, ça ne marche pas. Donc, pour que ta vision fonctionne, bon, je ne vais pas tout résumer correctement, mais il faut former et faire former les intervenants au domicile, Oui, trouver des systèmes pour être au courant que restaurateur du coin fait aussi la livraison de repas. oui. Il va falloir détecter qui fait ce rôle de care manager, ce référent, puis le former. Ça va être un nouveau métier, ça. Enfin, en tout cas, c'est une Oui. formation. C'est la difficulté, encore une fois, dans la frontière du care manager. Par exemple, est-ce qu'on lui demande aussi d'avoir une bonne connaissance de tous les logements alternatifs possibles sur mon territoire? Et c'est Ben, fin, ça. C'est vachement fin comme info. Hein. on va être forcé. C'est Ben, très fin. Oui, pas, oui. pas Mais for- du coup, pas forcément qu'ils la connaissent, mais au moins qu'ils soient suffisamment forts sur un territoire pour appeler des gens qu'ils connaissent. oui, 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 à minima. Donc, on a un degré de finesse qui peut aller très loin. Donc, il faut voir où on s'arrête, effectivement. Comme tu le dis très justement, ce n'est pas tout de repérer des besoins, il faut avoir l'information sur les réponses possibles. Donc, ce côté un peu annuaire, entre guillemets, des prestations possibles, des prestataires possibles, ça reste un sujet majeur. Et donc, ça reste un sujet difficile, hein, ça aussi, hein, clairement. Est-ce qu'il y a des départements, des territoires qui sont en avance? Euh, ce que je Toi, dans ta vois, réflexion, avec le TASDA, toi, dans ta réflexion, objectivement, mais j'aime pas cirer les pompes, je trouve que tu as, une vision vous avez une sacrée avance dans la vision. oui. Et à la fois, je te dirais, on a une avance dans la vision parce que en Isère, on a la particularité d'avoir un projet qui dure depuis longtemps, Oui. qui est difficile, etc., Isère Adom, mais qui nous a amené quand même à beaucoup réfléchir au sujet. Aujourd'hui, on a une grande maturité de terrain. Par contre, je vois d'autres départements, et il n'y a pas longtemps, j'étais dans les Yvelines, par exemple, qui ont une réflexion, on va dire, presque plus riche que la nôtre, mais complètement théorique. C'est ce Parce que qu'ils j'allais dire. En démarrent. fait. C'est ce que j'allais dire. Ton discours, on peut l'entendre dans d'autres, mais c'est pas du vécu en fait. J'allais dire, C'est ça. je te fais en train de réfléchir. C'est un discours qui est lu en fait théorique. Ben, c'est un discours pour l'instant qui est théorique, mais par contre, qui a des éléments qui vont plus loin que nous. Hein, moi, j'entends bien ça. Mais nous, on constate bien que, par exemple, en ce moment, on forme les auxiliaires de vie. On en a déjà formé une centaine, on est encore en train de continuer. On est étonné
de voir la facilité avec laquelle elle s'approprie cette notion de grille d'indicateurs et de cases à cocher. Pour elle, c'est facile, c'est une case à cocher. Une douleur, une perte d'appétit, une fatigue, etc. Et pour elles, c'est très valorisant parce que, quelque part, ce qu'elles ont vu est noté et remonté. Donc, il y a un côté de valorisation du métier qui est clairement exprimé. Donc ça, les feux sont au vert complètement. Côté référent du département qui font les évaluations pour l'APA, on leur dit maintenant, vous mettez en place ce système de référent de suivi, on a appelé ça un suivi sentinelle, qu'importe, ça se passe très bien parce que c'est logique avec la mise en place d'un plan d'aide APA, c'est un peu un suivi qualité, j'ai envie de dire, organisé, structuré, ça se passe bien. Voilà. Donc du coup, pour l'instant, entre guillemets, les tendances sont longues parce que ça concerne beaucoup de monde. Donc, le temps de former les uns et les autres sur le territoire, ça va concerner, je ne sais pas moi, peut-être pas loin d'un millier de personnes globalement. C'est énorme. Plus le turnover, enfin bon, bref, tout ça, c'est énorme. Avec des communes en rural, en montagne, en ville, enfin, il faut être un peu de partout. Donc, c'est très long. Mais, j'ai envie de dire, le processus est assez cohérent avec ce qui se passe aujourd'hui et on voit bien la perspective de la valorisation des métiers et de l'enrichissement de l'accompagnement. Donc, une fois que ça s'est en place, pour moi, les technologies, elles vont arriver beaucoup plus facilement derrière. Vraiment bien, vraiment bien, vraiment bien. Quand tu m'as proposé le sujet, je le dis à tous, quand tu m'as proposé le sujet, je me suis dit, mais c'est quoi ce sujet? Et en fait, je trouve que tu es très avancé dans la réflexion. J'adore ça. Un mot pour conclure? Eh bien, pour conclure, essayons de faire converger les initiatives de ce type-là. Moi, ça m'intéresse de discuter avec ceux qui sont sur des logiques à peu près similaires pour pouvoir affiner ces notions de frontières. Frontières dans le métier, frontières dans le financement, articulation publique-privée, ce qu'on disait tout à l'heure, le côté libre consentement, libre choix, et à la fois, quand on accompagne un bénéficiaire avec un bouquet de services, on achète le bouquet de services. Ces réflexions-là, elles méritent qu'on y travaille encore. Et puis, voilà, oui, l'articulation, beaucoup de boîtes privées se mettent sur le sujet, y compris les systèmes bancaires qui cherchent à développer de l'offre. Et je pense que c'est très bien. En fait, au sens où plus on sera nombreux à raccrocher des gens qui se posent des questions, mieux ce sera pour tout le monde. Plutôt qu'on s'embête et qu'on arrive au pied du mur, essayons d'être dans les bonnes dynamiques de prévention dès le départ. Donc, si ça rentre par une agence bancaire, pourquoi pas? À condition qu'on soit cohérent, public, privé, accompagnement, libre choix. Voilà. Si on garde cette cohérence-là et cette complémentarité, je trouverais ça très bien. Super, merci Véronique. Véronique Chérier, je rappelle que tu es directrice du TASDA. Merci beaucoup. Merci à toi.